Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akoa. Dernière parution. Abdoulaye Keïta, Sécurité alimentaire et organisation agricole et rurale au Mali, 2012. Jean-Marc Bikoko, Le syndicalisme à la croisée des chemins, 2012. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu, Philosophie africaine, philosophie de la communication, 2012. Mohamed Berriane, Indeas, Les recherches sur les migrations africaines, 2012. Aimé Mpevo Mpolo, Les 4 tournants manqués de l'université congolaise. Analyse des réformes académiques du Congo-Zaïre, 1971 à 2011, 2012. Samuel Nguembock, La politique européenne de sécurité et de défense en Afrique centrale, 2012. BMUREMEK, Manuel d'histoire politique et sociale du Rwanda contemporain suivant le modèle Monseigneur Alexis Kagame, tome 1 et 2, 2012. François-Claude Deika OUME, Le service public du sport en Afrique noire, l'exemple du Cameroun, 2012. Robert Akainde, sous la dire 2, Les acquis économiques du Bénin de 1960 à 2010, 2012. Christian Eboumboujemba, Transport et développement urbain en Afrique, 2012. William Bolouvi, Un regard inquiet sur l'Afrique noire, 2012. Julien Contet, Mémoire de Djembé Fola. Essai sur le tambour djembé au Mali. Méthode d'apprentissage du djembé avec partition et CD, 2012. Juan Avila, Développement et lutte contre la pauvreté, le cas du Mozambique, 2012. Jean-Serge Massambambakoumboou, Politique de la mémoire et résolution des conflits, 2012. Apollinaire Sam Simantotomafuta, La face occulte du dieu des Congolais, 2012. Toavina Ralambomachay, Madagascar dans une crise interminable, 2e édition, 2012. Alphonse Zozim Tamkamta, Eric Wilson FOFACK dire, Les urgences africaines, réécrire l'histoire, réinventer l'État, 2012. Henri Pensée Mpereng, avec la collab de Jerry Mpereng, Histoire du Congo-Kinshasa indépendant. Politique économique, 2012. Julien Bokailo, La Chine au Congo-Brazzaville. Stratégie de l'enracinement et conséquences sur le développement en Afrique, 2012. Citation. Le nouveau marché, c'est nous, le plus jeune marché du monde, c'est nous, c'est là où il y a tout à faire. Alpha Oumar Konaré. La francophonie est dans son rôle lorsqu'elle se préoccupe d'économie. Abdou Diouf. Africa is the untold story and could be the big story of the next decade, like India and China were this past decade. Muhtar Kent, PDG de Coca-Cola. La langue du profit, c'est la langue du pays. Anonyme. Remerciements. Mes premiers mots vont tout naturellement à SEM. Abdou Diouf, qui me fait l'honneur d'être le préfacier de ce livre. Il est ainsi en parfaite cohérence avec l'intérêt qu'il porte à la dimension économique de la francophonie. Un mot amical est aussi adressé à ces services qui m'ont, entre autres, permis d'utiliser des images de l'Organisation internationale de la francophonie. Que soit ici remercié Frédéric Coutet, Patricia Bentolila, Lucien Bradet, Jan Su et particulièrement Jean-Louis Roy, qui m'a reçu le jour de son anniversaire, qui ont bien voulu m'accorder une entrevue dans le cadre de la rédaction de ce livre. Des hommages tout aussi sincères et profonds sont à adresser à Anne-Constance Ngundo Black, chez qui l'idée de ce livre est née, et Alcide Chamabo, chez qui une partie de cet ouvrage a pris corps. Africain, Camerounais, Bamileke, Bana et précisément Bakocha, je suis issu d'une fratrie très large, d'une famille superbement nombreuse. Cette famille est en moi et moi, ce livre est aussi le sien. À leur côté et même parmi eux, sont installés des gens qui n'ont de cesse de m'encourager comme seule une famille sait le faire. Pour ce livre je pense particulièrement à Achayodi, Olea, Ngalmiano, Dea Tangana, Akwetche Gamo, Sekining, Y. Sawadogo, Akoloke, JP Ketcha, Atashu, Rango Endok, A Esperluetozuko, El Ngemaeman, El Kamdem,
Mundo Black, Eriosa, Acetene, Assive, JR. Ganito. Parce qu'ils m'ont lu et m'ont fait des rétroactions, sans que les propos de ce livre ne les engagent en quoi que ce soit, je veux saluer de façon spéciale l'incontournable Léopold Eneseke, Zosia Yandoma, Patrick Essonkong ainsi que Kina Chénard. Ce livre a aussi été possible parce qu'un jour, Amina et Malam Gerba ont accepté que je devienne chroniqueur économique pour Afrique Expansion Magazine. Les efforts journaliers qu'exige ce travail appellent la réflexion, le sens critique, l'analyse. Mon travail m'a aidé à préparer ce livre. Merci à Adama Wade, directeur de la rédaction de Les Afriques, qui comme M. Gerba, m'a permis d'utiliser dans ce livre des extraits de son journal. Parce qu'une de mes mères, en l'occurrence Nicole Jutche, disait toujours « Il ne faut jamais être ingrat », je veux dire mon infinie reconnaissance à Hervé Cronel, Marie-France Le Breton, Magali Gauthier et André Baril, qui ont joué dans l'ombre un rôle éminent pour l'avancement de la rédaction de ce livre. J'ai aussi une pensée puissante pour ceux-là qui m'entourent, me proposent des idées, me parlent et sèment en moi des intuitions inouïes. Puissions-nous poursuivre ensemble très longtemps notre chemin. Ainsi soit-il. Ainsi puisse-t-il être. À tous, mille grâces. Serge Tchaha. Avant-propos. Le Conseil canadien pour l'Afrique, CCAfrique, a été créé en 2002 à la suite du sommet du G8 de Kananaskis. Il s'agit de la plus grande organisation privée pan-canadienne qui vise à promouvoir les affaires entre le Canada et l'Afrique. 2012 nous apparaît comme une année spéciale. Tout d'abord, c'est notre 10e anniversaire d'existence. Ces dernières années consacrées à accompagner les entreprises canadiennes en Afrique nous ont clairement enseigné qu'il est possible que les partenaires des deux bords réalisent des opérations réciproquement bénéfiques. Cette année correspond aussi à celle de la tenue de la 2e rencontre internationale de la francophonie économique, RIFE accent aigu, événement dont nous sommes par ailleurs co-organisateurs. C'est enfin au cours de la présente année que se tiendra à Kinshasa, République démocratique du Congo, en octobre, le 14e sommet de la francophonie. Les principales recommandations de la RIFE accent aigu 2012 seront d'ailleurs présentées, lors du dit sommet, au chef d'État de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La RIFE accent aigu est un rendez-vous extraordinairement important pour le CCAfrique, car nous croyons au vaste potentiel de la francophonie économique. À n'en point douter, le Canada, pays qui a le français en partage avec près du tiers des membres de l'ONU, est pleinement concerné par les enjeux qui touchent à la francophonie économique. Bien que l'auteur en parle d'éloquente façon, prenons quand même le temps de nous attarder sur ces éléments ici. Les extraordinaires mutations démographiques et économiques que pourrait connaître la famille francophone la transformeront radicalement. Nous en sommes convaincus, cela pourrait contribuer de façon mutuellement bénéfique à augmenter sensiblement les échanges commerciaux entre le Canada et l'Afrique. Faut-il rappeler qu'en Afrique, ce sont 30 pays sur 54 qui sont membres de l'OIF, et c'est le seul continent au sein duquel apparaîtront massivement des millions de nouveaux francophones au cours des 4 décennies à venir? C'est pourquoi nous avons tout de suite été séduits par l'idée de présenter ce livre de Serge Tchaha. Le monde change rapidement, les joueurs globaux de demain devront impérativement composer avec l'Afrique et les Canadiens ne feront pas l'économie de ce verdict que semble avoir prononcé l'histoire. Par ses valeurs, par son savoir-faire, par son attachement à la solidarité internationale ainsi que par ses ressemblances avec le continent africain, le Canada et ses chefs d'entreprise canadiennes ont de solides arguments pour prospérer en Afrique. Ou pour coprospérer avec ce continent, pour emprunter une expression chère à l'auteur. Notre connaissance de la langue française, sans être la clé à tout, est indiscutablement un avantage dans un monde où le commerce international nécessite la maîtrise de plusieurs langues pour pouvoir réussir dans une multitude de pays. Ce livre mérite, à l'évidence, l'attention de tous pour au moins 3 autres raisons. D'abord, il touche un sujet qui devrait passionner tous ceux qui s'intéressent au commerce international. C'est toujours plaisant de réfléchir sur l'importance de la langue, sur sa place essentielle dans la communication, dans un contexte d'affaires appelé à être de plus en plus global. De plus, ce livre semble dépasser son propre objet. En effet, à sa lecture,
l'on mesure aisément que le rayonnement du français, la préservation de cette langue, la diversité linguistique et culturelle se joue aussi sur le terrain des affaires. Et c'est même peut-être un terrain prioritaire. Finalement, il apparaît aussi très clairement que s'il peut y avoir une connivence entre le Canada et l'Afrique francophone, grâce à la langue française, cependant, il n'en demeure pas moins que l'ensemble du continent sera ouvert au Canada. En réalité même, le français peut servir d'introducteur, de propulseur aux Canadiens vers les Afriques anglophones, lussophones ou encore hispanophones. Lucien Bradet, président et directeur général du Conseil canadien de l'Afrique. Préface. Il est des sujets évidents et pourtant difficiles à cerner. La francophonie économique en est un, et cela ne date pas d'hier. Évident, car le lien entre l'usage du français, la promotion de valeurs spécifiques, divers types d'organisations politiques et sociales et certaines formes d'activités économiques s'impose quotidiennement. La proximité qu'offre l'emploi d'une même langue et de modèles de formation similaires, les attentes d'une clientèle et les règles du droit et du commerce influent sur le cadre de l'activité des entrepreneurs et orientent leurs choix. Difficile cependant à saisir, car avec la mondialisation et l'ouverture de la plupart des marchés, en particulier ceux des pays en développement, d'autres éléments plus prégnants, plus visibles, ont recouvert ce socle et masqué les évidences. C'est de ce double constat que sont nées une reprise de la réflexion sur la francophonie économique et une nouvelle analyse des changements en cours depuis le début du troisième millénaire. Elles sont nées au Québec et non en France, parce que c'est là que la question de la langue et de tout ce qu'elle véhicule est un sujet permanent de préoccupation, là que des conceptions de l'entreprise et des relations économiques influencées par le contexte américain rencontrent un substrat européen, là que la relation entre pratiques économiques, vision du monde et diversité culturelle est la plus ouverte. Elle touche l'Afrique, parce que l'Afrique est pour le capitalisme triomphant, le dernier espace à conquérir et à organiser avant l'espace intersidéral. Il est aisé de dire que nous vivons une époque de profonde mutation. Il est vrai que nous subissons une série de changements qui marquent très profondément le plus quotidien de nos changements, dépassent largement l'horizon des individus, voire des pays, et qu'ils agissent sur la planète entière. Encore faut-il montrer pourquoi, en quoi et comment tout ceci se produit, quels sont les équilibres nouveaux qui apparaissent, à quels choix nous sommes et nous allons être confrontés et de quels outils nous disposons pour trouver le chemin le plus sûr vers un avenir meilleur. Parmi ces mutations, une des plus considérables est la double montée des pays émergents et de l'Afrique subsaharienne. D'un côté, des économies font maintenant partie égale avec celles des pays développés et les supplantent progressivement dans un certain nombre de domaines, avec des conséquences considérables en ce qui concerne les flux financiers et les transferts de technologie. De l'autre, un continent riche d'énormes ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables, en plein essor démographique et urbain, doit parvenir à ce que ses atouts ne se retournent pas contre lui ni ne introduisent dans une nouvelle spirale de dépendance et de spoliation. Il doit non seulement mettre en valeur ses richesses matérielles, mais surtout amener une population jeune, dynamique, mais mâle et peu formée, à devenir actrice de sa propre histoire, productrice de son propre bien-être. Cette Afrique, elle est en partie francophone. Elle renferme même ce qui pourrait être le Brésil francophone, cet immense Congo démocratique qui n'en finit pas de chercher comment utiliser à ses propres fins des biens que tant d'autres veulent se répartir. Tel est donc le défi. Le partage du français, même de façon partielle, la préférence pour des systèmes juridiques a priori, fondés sur la loi et non le contrat, la valorisation raisonnée de la diversité culturelle et l'évolution maîtrisée des traditions sauront-ils être le socle de nouveaux modèles et ne pas être emportés par le rouleau compresseur d'une uniformisation globalisée, offrant une existence rapetissée aux seules dimensions d'un fonds de pension ? Présente sur les 5 continents, réunissant des pays qui forment une sorte de classe moyenne de la communauté internationale de par leur taille, leur population, leur niveau de vie, la francophonie est-elle armée pour répondre à ce défi et pour aider ses membres à trouver ensemble leur propre voie ? La langue et les valeurs francophones peuvent-elles ouvrir un espace spécifique qui soit à la fois en phase avec les rigueurs du marché mondialisé et les plaisirs d'une vie bien enracinée et localisée ? C'est tout l'enjeu des analyses que présente dans son livre Serge Tchaha, ainsi que des propositions qu'il fait aux responsables francophones.
C'est aussi tout le sens des efforts que la francophonie déploie depuis tant d'années pour faire reconnaître la dimension économique de ses actions et la relation essentielle qui existe entre langue, développement et bonheur de ces populations. Et c'est tout l'espoir qui, quels que soient les obstacles, nous anime et nous fait agir. Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Introduction. Le monde change, les certitudes sont bousculées, nous devons sans cesse renouveler nos façons de penser et d'agir car l'impermanence des choses est plus prononcée qu'hier. Qu'on le veuille ou non, le monde des affaires n'échappe pas à cette réalité. Alors qu'en Asie se produisent des prouesses économiques formidables, la Chine est devenue la deuxième puissance économique et l'Inde connaît régulièrement des taux de croissance supérieurs à 8%, il y a dans le monde un autre vent qui souffle fort. Ce vent-là vient d'Afrique. S'appuyant sur l'avantage démographique dont elle pourra se prévaloir, misant sur la croissance soutenue qui y est pronostiquée, se référant également à l'augmentation substantielle des investissements directs étrangers, ID, qui y est prévue, les experts annoncent une métamorphose radicale du continent d'Aliko Dangote. En effet, pour nombre d'acteurs avisés tels que Muhtar Kent, PDG de Coca-Cola, Africa is the untold story and could be the big story of the next decade, like India and China were this past decade. The presence and the significance of our business in Africa is far greater than India and China, even today. The relevance is much bigger. Les hommes d'affaires qui veulent donc tirer profit de cette situation inédite sur le continent noir, doivent s'y préparer dès à présent. Surtout que l'on y observe actuellement une montée en puissance de ceux qui sont considérés comme les grands émergents, à savoir Brésil, Russie, Inde et Chine. Leur présence montre que l'Afrique n'hésite plus à faire mentir l'idée selon laquelle elle serait la chasse gardée des anciennes puissances coloniales européennes. De surcroît, nous sommes d'avis que le triplement du nombre de locuteurs francophones dans les 40 prochaines années est une perspective structurante. En effet, les projections élaborées annoncent que l'on passera de 220 à 650 millions de locuteurs entre aujourd'hui et 2050. Face à cette volonté de diversification des partenariats, à ce renouveau dans la condition économique du continent africain, et au triplement des locuteurs francophones, une question survient à l'esprit quand l'on a déjà entendu parler de francophonie économique. Il s'agit de savoir si le français, qui rassemble 75 États et gouvernements, environ le tiers de la planète, pourrait être un élément fédérateur pour la construction d'un nouvel espace de marché. Oui, la francophonie c'est une langue, une des cultures, des valeurs, affirment même certains, mais n'y a-t-il pas aussi matière à commercer? La question a été réglée par son Excellence M. Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le 16 mai 2008 lors de la rencontre internationale de la francophonie économique, RIFE accent aigu, à Québec. Il dit alors : la francophonie est dans son rôle lorsqu'elle se préoccupe d'économie. En clair, dans un monde de plus en plus globalisé, où le commerce international est plus important qu'hier, où l'interaction avec une multitude de marchés de différentes cultures est nécessaire, la trentaine de pays africains qui appartient à l'OIF peut-elle, via le français, développer un élément distinctif pour développer les relations commerciales avec les 45 autres membres qui forment la francophonie? Les pays francophones et francophiles non africains, de leur côté, sauront-ils, pour commercer avec l'Afrique, s'appuyer sur cette langue afin de développer un avantage concurrentiel face à la compétition menée par les partenaires traditionnels et autres grands émergents? C'est à cette question que cet ouvrage invite à réfléchir et tente de répondre. Loin de nous, cependant, une quelconque envie de suggérer un sectarisme commercialo-linguistique, de proposer des relations exclusives entre pays francophones. Ce serait un contresens en raison de l'histoire, de la culture et même tout simplement de la géographie. Ce serait ainsi inintelligent d'attendre du Canada qu'il se détourne des États-Unis. Qui peut croire que le Bénin pourrait faire l'économie d'un puissant voisin comme le Nigeria? Au nom de quoi le Cameroun ne commercerait-il qu'avec les pays francophones, alors qu'il est officiellement bilingue et que 20% de sa population est anglophone? On voit bien que ce ne serait pas une idée séduisante, encore moins un projet galvanisant. Nous voulons plutôt révéler aux hommes d'affaires francophones et francophiles, qu'en plus de leur marché traditionnel,
un espace économique francophone réel, dynamique et décomplexé sera, sans nul doute, source de nouvelles prospérités. Le propos se scinde, outre la conclusion, en 4 parties. Dans un premier temps, il est question de présenter la francophonie économique. Quel est son historique? À quel avenir dit-elle être destinée? L'objet de cette partie est de situer le lecteur par rapport à l'idée de francophonie économique. Nous désirons lui rendre compte des différentes avancées qu'il y a eu sur le sujet. Toujours dans ce chapitre, nous expliquons en quoi le français est une véritable langue des affaires dans un environnement économique mondialisé. Finalement, nous présentons aussi les dangers qui entourent l'utilisation du français et qui, de fait, pourraient nuire à l'évolution de la francophonie économique. Parler de francophonie économique, comme de francophonie tout court, conduit inéluctablement à discuter de l'Afrique. Car chacun sait que c'est sur le continent de Mongo Be accent aigu TI, de Lamine Sall et de Léopold Sédar Senghor qu'une partie, sans doute même une importante partie, de l'avenir du français se joue. Ceci tombe à point nommé, puisqu'il est prédit à coup d'études aussi percutantes que sérieuses un renouveau remarquable dans le ciel économique africain. C'est l'objet de la deuxième partie du présent ouvrage. Nous nous employons à faire la démonstration de l'avènement de cette nouvelle Afrique. Nous nous appuyons à cet effet sur plusieurs études récentes menées par des cabinets et des institutions de premier rang. Nous poursuivons ce chapitre en évoquant une présence plus massive et agressive des BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. À propos de ces grands émergents, nous vous livrons les secteurs d'activité dans lesquels ils sont actifs, les volumes d'échanges commerciaux, les niveaux d'investissement, mais également nous présentons le positionnement qu'adoptent ces poids lourds de l'économie mondiale pour gagner des parts de marché en Afrique. Cette partie est essentielle, parce qu'elle permet de convaincre le lecteur de l'assainissement de l'environnement économique africain. Mieux d'ailleurs, nous y annonçons une Afrique émergente et donc signifions tout l'intérêt que les Africains et tous les autres devraient avoir pour le continent. Nous nous attelons de plus à indiquer que malgré ces nombreuses promesses, l'Afrique devra irrémédiablement affronter plusieurs défis centraux, elle devra honorer brillamment ses rendez-vous si elle veut émerger. Nous pensons particulièrement au déficit d'infrastructures et d'énergie, à la stabilité politique ainsi qu'à la faiblesse du commerce intra-africain. Convaincus du renouveau de l'Afrique, enthousiasmés par les opportunités qu'offre le continent, nous sommes donc élégamment introduits vers le chapitre final. Il s'intitule « La francophonie, un espace économique envisageable pour les Africains ?» Cette question se justifie par le fait que les chapitres précédents se consacrent à faire ressortir les énormes potentialités du marché africain et à présenter le concept de francophonie économique. Cependant, peu de choses sont dites à propos des bénéfices que tireraient les Africains dans cette nouvelle alliance. La francophonie économique pourrait-elle, pour l'ensemble des parties, approfondir les relations existantes? Les probables ententes pourraient-elles aider les entrepreneurs africains à accéder facilement au marché du Sud-Est asiatique, à l'instar du Vietnam, à ceux de l'Europe de l'Est ou encore de l'Amérique du Nord, Canada, Québec par exemple? Ou simplement, les opérateurs économiques africains auront par ces ententes davantage de choix de fournisseurs? D'autres possibilités de financement? L'on sait également que la francophonie réunit des pays ayant des entreprises championnes mondiales dans leur domaine d'activité. Dès lors, qui peut interdire de penser à une coopération mutuellement bénéfique entre ces pays-là et les pays africains francophones, qui auront besoin de leur expertise? En revanche, nous l'annonçons tout de suite. Il faudra impérativement que cette coopération-là soit créatrice de coprospérité. C'est à cette condition et à cette condition seulement qu'elle réussira, et qu'elle sera légitime auprès des peuples africains. En parlant de possibilités de collaboration entre pays francophones africains et des pays francophones plus riches, mais surtout qui disposent d'une expertise mondialement reconnue dans certains secteurs d'activité, nous traitons longuement au chapitre 4 de l'exemple canadien. Leader mondial dans des domaines stratégiques, où l'Afrique a besoin de se développer, le Canada, qui réunit des millions de francophones, est excellemment positionné pour travailler et prospérer avec l'Afrique dans les domaines tels que la foresterie, la production d'énergie, ainsi que l'éthique. CH1, la francophonie économique. Il serait quelque peu incongru de débuter ce chapitre
sans au préalable expliquer ce que c'est que la francophonie elle-même. En premier lieu donc, nous présentons une courte histoire de la francophonie. Il est par la suite le temps de lister diverses initiatives entreprises depuis l'institution de la francophonie, qui tentent à développer, à tout le moins matérialiser, la réalité économique de l'espace francophone. Troisièmement, nous exposons, parce que cela nous semble un moment clé des réflexions sur l'espace économique francophone, les principales recommandations adoptées lors de la Rencontre internationale de la francophonie économique, RIFE accent aigu, qui s'est tenue en 2008 à Québec. Par contre, force est de reconnaître que depuis la présentation de ces recommandations au 12e sommet de la francophonie, nombre d'actions décisives restent encore à être mises en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous détaillons les objectifs que comptent atteindre les organisateurs de la RIFE accent aigu 2012. Nous terminons cette section d'une part en présentant les chiffres clés qui illustrent l'importance des flux économiques et commerciaux dans l'espace francophone. Cela prouve l'importante vitalité économique qui existe au sein de l'espace francophone. D'autre part, nous fournissons diverses raisons pour lesquelles le français a tout le potentiel pour être une véritable langue des affaires dans la mondialisation économique. Une brève histoire de la francophonie. D'après l'OIF, c'est en 1880 que le géographe français Onésime Reclus invente le mot francophonie afin de signifier l'espace linguistique rassemblant l'ensemble des pays et personnes parlant la langue de Molière. Avant la naissance d'une instance rassemblant les États et gouvernements francophones et francophiles, il y a eu dès 1926 l'apparition de la première association francophone. Il s'agissait de l'Association des écrivains de langue française, ADELF. Par la suite, il fut fondé l'Union internationale des journalistes et de la presse de langue française, 1950, la Communauté des radios publiques de langue française, CRPLF, 1955, la Conférence des ministres de l'éducation des pays francophones, Confémen, 1960, Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, OPELF, 1961, et la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones, Conférès, 1969. C'est en 1970, sous l'impulsion des 4 pères fondateurs, Bourguiba président de la Tunisie, Diori président du Niger, Senghor président du Sénégal et du prince Sihanouk, Cambodge, qu'est signée le 20 mars la Convention de Niamey qui crée l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT. Selon l'OIF, il s'agissait d'une nouvelle organisation intergouvernementale fondée autour du partage d'une langue commune, le français, chargée de promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre eux. Devenue en 1979 membre observateur de l'ONU, l'ACCT se transforme en agence intergouvernementale de la francophonie lors du 6e sommet de la francophonie qui se déroule en 1995 au Bénin. Et c'est en 2005, lors la conférence ministérielle sur la charte de la francophonie à Antananarivo, Madagascar, que l'AIF devint l'OIF. La mission de l'OIF est sensiblement plus large que celle de son ancêtre, l'ACCT. En plus de la culture et de l'éducation, cette institution intervient désormais dans les domaines touchant la paix, la démocratie et les droits de l'homme, le développement durable, l'économie et les technologies numériques. Le volet politique est très souvent mis à l'avant avec la supervision de opérations électorales, ou la suspension de certains pays qui ont par exemple vu leur gouvernement légitime se faire renverser par un coup d'État. La francophonie, c'est aussi 4 opérateurs spécialisés. L'AUF, Agence universitaire de la francophonie, l'AIMF, Association internationale des maires francophones, l'Université Senghor, située à Alexandrie, et TV5, la plus grande chaîne de télévision qui produit des programmes en langue française. L'analyse du parcours de la francophonie fait également ressortir la capacité de cette organisation à se saisir des grands dossiers internationaux et à influencer l'évolution de ces derniers. À ce propos, au moins 2 thèmes émergent avec facilité. Il s'agit de l'énergie et l'environnement, et de la diversité culturelle. Dans un entretien accordé à l'Association parlementaire de la francophonie, APF, en février 2011, la directrice générale, Madame Irina Bokova,
a affirmé que la francophonie s'était fortement mobilisée pour l'élaboration et l'adoption de la Convention sur la diversité culturelle à Paris en 2005. Il est donc clairement admis que ce combat international, rappelons que les États-Unis étaient dans une logique inverse, a pu être mené grâce à un appui volontariste, intelligent et stratégique de l'OIF. Le deuxième dossier, qui montre l'engagement de la francophonie sur les grands sujets internationaux, concerne l'énergie et l'environnement. Cet engagement est rendu opérationnel par le truchement de son organisme subsidiaire, baptisé IEPF. L'IEPF, créé en 1988 à Québec, est l'Institut de l'énergie et l'environnement de la francophonie. Le volet environnement fut ajouté il y a 15 ans. Cet institut bénéficie d'une certaine cote au sein de la famille francophone, notamment parce qu'elle aide les négociateurs des pays du Sud à se préparer pour les négociations internationales. L'OIF a donc su être présente, et même peser, sur les enjeux mondiaux touchant la culture et l'environnement et l'énergie. Mais qu'en est-il de l'aspect économique ? Qu'a fait la francophonie ou quelles initiatives en son sein ont été prises pour la concrétisation, la matérialisation d'un espace économique francophone ? Comment la famille francophone s'organise-t-elle dans la mondialisation économique ? La francophonie économique, des origines à aujourd'hui. Il n'est quasiment pas de consensus autour de la naissance de l'idée d'une francophonie économique. Il y a au moins 3, voire même 4 en incluant la RIFE accent aigu, choix possibles. Tout d'abord, il faut relever que c'est pratiquement de manière concomitante à la naissance de la CCT que la décision de mettre sur pied la CPCCAF a été prise. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que parmi les pères fondateurs de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCCAF, en plus d'Houphouët-Boigny et Pompidou, il y avait Senghor, également fondateur de la CCT. La CPCCAF est née en 1973. Et plusieurs y voient les prémices d'une francophonie économique. Signalons que d'après le site web officiel de l'organisation, la CPCCAF est une association à but non lucratif dont l'objet est de contribuer au développement du secteur privé africain par la coopération entre les chambres consulaires membres de son réseau. La conférence permanente promeut les relations entre les chambres consulaires des hémisphères nord et sud pour réaliser ses objectifs. La CPCCAF est forte d'une assemblée de 54 membres cotisants issus de 27 pays différents. Il y en a 24 en Afrique et 3 de l'hémisphère nord. Il s'agit de la Belgique, le Canada, en fait le Québec et la France. C'est peut-être parce qu'il est la seule organisation économique associée à la francophonie qu'il est considéré par certains comme étant l'élan, le point de départ de la francophonie économique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.